Nous allons vous raconter la passionnante histoire de cette grande galerie, de sa création jusqu'à sa restauration. Donc, 3 ans de travaux, 3 siècles d'histoire, de la monarchie absolue jusqu'à la Ve République. Les grandes pages de l'histoire de France se sont écrites ici. Il était une fois la Galerie des Glaces, un reportage signé Hervé Ardouin et Laurent Beaufils. Versailles, un lundi après-midi. Aucun visiteur en vue. Normal, c'est jour de fermeture. Instant privilégié au cœur de la Galerie des Glaces. Le décor est triomphant, à l'image de Louis XIV, son concepteur. Un chef-d'œuvre chargé d'histoire. Il était une fois la galerie. Tout commence en 1678. À cette date, la galerie n'est encore qu'un projet. Il y avait une terrasse qui menait du grand appartement du roi au grand appartement de la reine, qui était dallée de marbre, qui avait en son centre une fontaine avec des tritons, etc. Donc, quelque chose qui ouvrait sur l'extérieur et qui ouvrait sur les jardins, parce que les jardins étaient en avance sur le château, donc les jardins avaient déjà leur grande perspective, étaient déjà très très beaux. Et donc il y avait cette terrasse qui rappelait que Versailles était avant tout une maison à la campagne. Et donc où on devait jouir de la nature et de la beauté des jardins. La terrasse, la voici. Entre l'aile du roi à gauche et celle de la reine à droite, c'était un passage à ciel ouvert. Délicat en période de mauvais temps, indigne d'une résidence royale. Quand Louis XIV décide d'installer sa cour à Versailles, il ordonne de construire une galerie à couvert. Et voici l'envers du décor. C'est un peu branlant, mais c'est solide. Voilà, nous nous trouvons ici au-dessus de la Galerie des Glaces. Et on voit la voûte de la galerie sur notre droite. On est à quelle hauteur là ? On est à plus de 10 mètres au-dessus du sol de la galerie. Et on se rend compte que cette voûte, c'est un mensonge architectural parce que la voûte est simplement suspendue par des poutres. Au lieu d'avoir une architecture où on aurait un appareillage de pierre qui aurait été taillé pour faire une voûte, là, c'est un faux semblant. C'est une voûte de stuc suspendue par les poutres. En revanche, là, on a l'ancienne façade, hein, c'est vraiment le lieu où l'on se rend compte que la Galerie des Glaces n'a pas été prévue dès l'origine. Hein, et là, on a la décoration de la frise et aussi tous les parements des fenêtres que l'on voit ici à l'attique sur toute la longueur de cette ancienne façade. La galerie a donc comblé la terrasse en s'adossant à l'ancienne façade. Ces vestiges sont très émouvants. C'est un des endroits qui est peu connu parce que difficilement accessible, mais qui est tout à fait intéressant sur le plan de l'archéologie versaillaise. Pour sa galerie, Louis XIV, commanditaire exigeant, confie à l'architecte Jules Hardouin-Mansart l'aménagement des lieux. Pour la décoration de la voûte, le roi Soleil s'adresse au peintre Charles Lebrun. Dans les couloirs de Versailles, voici Nicolas Milovanovic, conservateur des peintures. Il nous emmène au cabinet des dessins. Donc vous le prenez un à chaque bout. Nicolas nous a réservé une surprise, signée Lebrun. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le premier projet de Lebrun pour la Galerie des Glaces sur le thème d'Hercule. C'est la galerie telle qu'elle aurait dû être. Hercule, un grand classique au XVIIe siècle. Alors le cœur de la composition, c'est ici, l'apothéose d'Hercule. Donc Hercule qui est reçu au rang des dieux dans l'Olympe. Vous voyez cette scène centrale.
Ça, c'est le cœur du sujet. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, il faut comprendre que Hercule passe de la condition mortelle à une immortalité, et par la métaphore, il faut faire le lien avec Louis XIV lui-même, qui est devenu un roi de gloire lors de la guerre de Hollande, et qui devient un mythe. C'est un projet qui aurait dû voir le jour finalement. Exactement. Des dizaines de dessins de détails avaient été réalisés et ensuite l'ensemble a été rassemblé dans cette grande feuille pour être présenté à Louis XIV lui-même pour qu'il valide, pour qu'il accepte ce projet. Donc c'est la galerie telle qu'elle aurait dû être, mais finalement il y a eu une sorte de coup de théâtre. Louis XIV a refusé ce sujet. Car Louis XIV a décidé de se mettre en scène, du jamais vu jusqu'alors. Retour dans la galerie. Nicolas tient à nous décrypter le décor de la voûte, choisi par le roi Soleil. À commencer par le tableau central, essentiel. Alors c'est le tableau qui est exactement au centre de la galerie, ici. Le roi décide de gouverner par lui-même. Donc c'est un acte fort du gouvernement qui a lieu en 1661. Jusque-là, c'est Mazarin qui gouvernait en tant que Premier ministre. Mazarin meurt et, à l'étonnement général, le roi décide d'assumer lui-même les charges du gouvernement. Donc on voit sur le tableau les poutis, les enfants que vous voyez au premier plan, qui symbolisent les génies des divertissements, c'est-à-dire les plaisirs auxquels s'adonnait le roi avant 1661. Et ce que nous montre aussi le tableau, c'est la sagesse, Minerve qui est juste derrière le roi, et la valeur qui est Mars, un peu plus haut à droite, qui montre au roi cette figure en blanc, auréolée d'or, qui est la gloire. Ce qui veut dire que Minerve, la sagesse royale, et Mars, la valeur royale, montrent au roi le chemin qu'il doit suivre, qui est le chemin de la gloire, gloire qui sera acquise par les armes lors de la guerre de Hollande. Sur la voûte, Louis XIV est partout. Ses exploits guerriers sont rappelés par des cartouches. Il y a aussi les grandes décisions pour le bien du royaume. Dans l'accomplissement de son œuvre, Lebrun, l'artiste, a travaillé sous contrôle politique. On lui a adjoint Paul Tallemant, qui était un membre de l'Académie française, un homme de lettres, membre de la petite académie que Colbert, le grand ministre, avait instituée pour justement élaborer le sens politique de ces décors. Et donc c'est vraiment cette collaboration entre l'artiste savant, Charles Lebrun, et l'homme de lettres, Paul Tallemant, qui a donné ces sujets aussi riches et aussi complexes, qui demandent tant de clés de lecture pour être compris aujourd'hui. En construisant la Galerie des Glaces, Louis XIV veut démontrer la suprématie de la France, et ce, dans tous les domaines. Paris, un immeuble du 9e arrondissement. Au rez-de-chaussée, l'atelier de Vincent Guerre, l'homme est restaurateur de miroirs. Sa spécialité, le XVIIe siècle. Vincent n'a pas d'équivalent en Europe. Derrière lui, un stock incroyable de miroirs, tous au mercure. Certains ont servi à la restauration de la Galerie des Glaces. Patiemment, Vincent dialogue avec le miroir, comme il dit, pour éviter la casse. Voilà. Et là, vous avez par exemple l'évocation typique de ce qui peut être une difficulté sur du miroir ancien. C'est que le long d'une coupe, vous aviez une tension dans le verre qui fait que le verre a filé. Donc là, on a eu beaucoup de chance. Ça a filé vers la chute, vers l'extérieur. Mais ça aurait filé dans l'autre sens, mon morceau était naze. C'est la difficulté de travailler les morceaux aussi. Exactement. Voilà, c'est que ça, je peux jamais le prévoir à l'avance. Vincent Guerre perpétue un savoir-faire développé en France par Louis XIV et Colbert, son surintendant. Là aussi, l'enjeu est politique. Le roi Soleil veut prouver que la France peut faire mieux que Venise, terre d'excellence en matière de miroirs. Louis XIV crée la manufacture des glaces. Voici l'acte fondateur signé par le roi en 1665. À l'époque, le pouvoir est prêt à tout pour maîtriser la technique vénitienne.
Alors, des tas d'histoires circulent et courent sur des ouvriers qui ont été achetés, des sacs d'or, des espions. Il est vrai qu'au départ, on a essayé par ce moyen-là. J'ai tendance à dire que moi, en parallèle, à la même époque, des ouvriers déjà français, influencés sans doute aussi par leur passage dans différents ateliers, pourquoi pas des ateliers italiens, ont réussi à mettre au point eux aussi cette technique-là. Et c'est plutôt ce mixte des connaissances qui a trouvé en France, avec en plus la volonté politique de Louis XIV, un creuset beaucoup plus large que celui de Venise pour pouvoir faire éclater cette technique. Aujourd'hui, le miroir est partout. Au XVIIe siècle, c'était un luxe inouï. Mais la mode est lancée et des cabinets des miroirs fleurissent ici et là, prémisse à la Galerie des Glaces. Bonjour. Vincent Guerre vient tout juste d'en restaurer un dans cet hôtel particulier du 2e arrondissement de Paris. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Très bien, vous allez bien Vincent? Très bien. On va aller voir le cabinet de miroir. C'était la résidence du duc de Gesvres, gouverneur de la ville de Paris et premier gentilhomme de la chambre du roi. Un personnage très influent sous Louis XIV, très riche également. Alors voilà, ça c'est la pièce la plus magique. Et voici son cabinet des miroirs. Une pure merveille, entièrement restaurée par ses nouveaux propriétaires. On connaît des cabinets qui sont plus tardifs ou des reconstitutions de cabinets de miroirs, mais un cabinet qui n'a jamais bougé in situ, il n'en reste plus. C'était le saint des saints. C'est là où il y avait les plus belles collections. On ne recevait que les personnes les plus importantes dans ce cabinet de miroirs. On voulait surprendre, c'est ça? Oui, on voulait surprendre et éblouir. Bon, c'était vraiment... C'était une vraie curiosité. Une vraie curiosité, oui. Tout à fait. C'était une curiosité, les miroirs en face à face, avec cette vue de l'infini, le reflet des bougies. Bon, aujourd'hui, on est habitué, mais pour l'époque, c'était un étonnement, un enchantement. Au plafond, la peinture de Lepôtre a retrouvé son éclat d'antan. Les miroirs ont tous été remplacés. Vincent a puisé dans son stock pour fabriquer 54 morceaux. Avant Versailles et son face, il existait des hôtels particuliers comme ça. C'est un prémisse. C'est tout à fait un prémisse. C'était vraiment quelque chose, on vous l'a dit, de totalement rarissime. Et Versailles a fait en fait exploser le volume de ces choses-là, et magnifier ces idées-là, mais qui sont des idées à la mode, mais à une mode totalement contemporaine. On n'a que quelques années d'écart, très très peu, et toutes ces choses-là sont extrêmement nouvelles. Retour à Versailles, chez le roi Soleil. La Galerie des Glaces, Vincent Guerre la connaît bien. Il y a passé 2 ans pour la restauration des miroirs. Il aime par-dessus tout cette lumière de fin de journée. On se retrouve dans la galerie ensemble à une heure un peu particulière et où on comprend parfaitement le grand dessin de Louis XIV et de ses collaborateurs, architectes et décorateurs, où vous avez là d'un seul coup cette lumière absolument magique qui rentre par 17 fenêtres et qui font face à 17 arcatures en miroir, comme une espèce de grand répondant, une espèce de dialogue permanent, et où Louis XIV arrive à faire rentrer en fait la chose qui lui tenait le plus à cœur au départ de la conception de Versailles, c'est-à-dire les extérieurs, les jardins, et d'un seul coup rentre à l'intérieur. Et vous avez cette espèce d'équilibre d'un seul coup parfait, architectural et de décoration, qui est là grâce à la magie, grâce au reflet. La galerie compte 357 miroirs. Ils ont tous été soufflés à Tour-la-Ville, près de Cherbourg. Leur taille est un record pour l'époque. La France supplante désormais Venise. C'est ce que recherchait Louis XIV. Ça, c'est exactement ce que recherchait Louis XIV. C'est vraiment un grand dessein, de pouvoir montrer, politiquement parlant, au public, au monde, aux autres souverains, ce qu'était la France, ce qu'était le roi Louis XIV et ce qu'il était capable de faire et de faire fabriquer.
La nuit est tombée sur Versailles, mais le calme n'est qu'apparent. Opération commando dans la Galerie des Glaces. Ces ouvriers n'ont que quelques heures devant eux. Voilà, là ça doit être pas mal. Là c'est bien. Aux commandes ce soir-là, Un tout petit poil de derrière. Jacques Garcia. Stop, pas trop. Le célèbre décorateur aménage la galerie. Point final de l'exposition sur le mobilier d'argent. On dirait un décor de cinéma, mais il s'agit là d'une reconstitution fidèle. Chaque détail a été minutieusement reproduit, à partir de cette gravure notamment. En haut des marches, voici le trône de Louis XIV, en argent massif. Donc on a voulu ici évoquer, au bout de la galerie, cette impression invraisemblable, qui est un mythe raconté depuis toujours. C'est un peu comme on vous raconte Babylone, mais vous n'aviez aucune chance de le revoir. Là, on vous montre la reconstitution du fameux trône de Louis XIV en argent massif qui va arriver, on va vous le placer dans 2 minutes, avec toutes ces girandoles, son drap d'argent brodé d'or et d'argent, le tapis d'or. Ça vous montre un peu l'image et l'effet de grandeur réelle du mobilier d'argent de Louis XIV. La copie du trône vient d'arriver, en même temps que Béatrix Saul, la commissaire de l'exposition. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Là, on a vraiment la représentation de la gravure et on comprend aussi l'étonnement des... Les ambassadeurs débarquent. Oui. On comprend qu'ils sont bluffés. Ils sont bluffés. Alors justement, impressionnés. Voilà ce que Louis XIV voulait par-dessus tout. À 3 reprises, il investit la galerie. En 1686 notamment, il reçoit les ambassadeurs du roi de Siam, Pranarai. La cérémonie est grandiose. Alors dans la galerie, il y avait une foule, une grande foule, et il y avait de part et d'autre 7 épaisseurs de courtisans. Alors sur toute la longueur, vous imaginez l'impression que pouvaient ressentir les ambassadeurs de Siam, obligés de faire 3 révérences. Une au début de la galerie, une au milieu et une en arrivant au pied du trône. Et Louis XIV, il est où là? Alors Louis XIV, lui, il est debout, environné de la famille royale, il est debout et attend et regarde donc cette progression. Et alors les ambassadeurs de Siam sont restés prosternés. Et Louis XIV a dit, ils arrivent d'assez loin, ils peuvent tout de même me regarder. Depuis son trône d'argent, Louis XIV travaille son image. Il interpelle le monde. Et la Galerie des Glaces, c'est un cadre rêvé. Pourtant, au quotidien, le pouvoir royal se joue ailleurs. La galerie, elle, remplit un autre rôle. C'était dans la chambre du roi qu'il fallait se montrer. C'était être admis au lever, beaucoup plus que d'être dans la galerie. Mais en tout cas, c'était un lieu de mondanité, de façon certaine. Alors dans la vie quotidienne, dans la journée, c'est l'occasion de faire savoir des choses. Parce que l'on compare la galerie au jardin des Tuileries. C'est un lieu où l'on fait... C'est une caisse de résonance. Alors, on fait savoir, on parle tout haut. Et puis, au contraire, quand on veut dire quelque chose en confidence, on dit on va parler au coin de la galerie. Dans le jargon de cour, la galerie est aussi très présente, comme dans le quotidien de la cour. Le monde entier vient pour admirer la galerie. Certains monarques étrangers vont même largement s'en inspirer. L'exemple le plus frappant nous emmène à Stockholm. Direction le Palais Royal. Il a été commandé par Charles XI, roi de Suède, un contemporain de Louis XIV. Construit à la fin du XVIIe siècle, il est l'œuvre de Nicodème Tessin le Jeune, l'architecte de Charles XI. Sur les traces du bâtisseur, voici Linda Iners. Elle enquête sur les inspirations françaises de Tessin. L'architecte est venu à Versailles à 2 reprises. Quand l'ancien château de Stockholm est détruit dans un incendie, Tessin construit le nouveau palais en s'inspirant du modèle versaillais. Cet incendie, en fait,
a en quelque sorte permis à Tessin de construire son palais idéal, tout à fait moderne, dans le style européen, dans le style d'Italie et de la France. C'était nouveau ici. Tout à fait. Et c'est en plein milieu de la ville aussi. Donc ça se voyait de partout et c'est un grand signe, bien sûr. Le château de Stockholm est toujours la résidence du roi de Suède, Charles XVI Gustave. À titre exceptionnel, l'accès jusqu'aux grands appartements nous est permis. Une visite qui commence par l'escalier d'honneur. Ici, la montée vers les pièces principales est mise en scène, comme à Versailles. Après l'escalier, le visiteur pénètre dans ce salon de réception. À l'origine, une salle des gardes. L'enchaînement des pièces a été copié sur le modèle de Versailles, d'après les notes prises par Tessin lors de ses voyages en France. Après cette antichambre, il y a 2 autres pièces qui débouchent sur une grande galerie. Elle fait la jonction entre l'aile de la reine et celle du roi. La galerie du château. Un chef-d'œuvre du baroque, unique en Suède. Cette galerie est conçue comme à Versailles, avec le cabinet de la guerre du côté du roi et le cabinet de la paix du côté de la reine. Mais ici, ils ont été incorporés à la galerie. Il y a juste une corniche qui marque symboliquement la séparation. Derrière cette corniche, on voit le déclenchement de la guerre. Vous avez de la violence, les gens qui s'enfuient, des temples en feu. La guerre a commencé. Juste au-dessus de nous, on voit une représentation de la forge de Vulcain, où les armes sont fabriquées. Des armes pour la guerre. Si on continue jusqu'au centre de la galerie, on trouve le roi triomphant. Parce que, tout comme Louis XIV apparaît triomphant à Versailles, ici on découvre le roi de Suède, vainqueur de la guerre contre le Danemark en 1670. Le roi est debout, au centre, avec autour de lui les symboles de l'éternité, de la gloire et tout ce qui représente l'issue victorieuse d'une guerre. L'œuvre a été réalisée par le peintre français Jacques Fouquet. Elle est largement inspirée du tableau central de Versailles. Pour sa galerie, Tessin a fait venir d'autres artistes français, une quinzaine au total. Tous appartenaient au bâtiment du roi de France. Les ouvriers suédois ne disposaient pas de telles compétences à l'époque. La galerie mesure 43 mètres, soit 30 de moins qu'à Versailles. Mais elle affiche tout de même 6 arcatures de miroirs fabriquées à Paris. Clin d'œil au génie français. Quelques jours plus tard, événement au château. Le roi organise un dîner officiel. Retour dans la galerie, transfiguré. Ce soir, tout se joue au millimètre. Ils seront 141 convives. Le protocole est respecté à la lettre. Vaisselle en argent, menu en français. Le roi organise une dizaine de réceptions officielles par an dans la galerie. Une habitude récente. Les premières n'ont eu lieu qu'à partir de 1950. C'est un paradoxe, c'est vrai. Avant, ces repas avaient lieu ailleurs. Et donc, c'est seulement au XXe siècle que les intentions de l'architecte Tessin et du roi Charles XI ont été respectées, en accueillant ces grandes réceptions officielles ici,
dans la galerie. 19h, les premiers invités arrivent. Parmi eux, les lauréats des prix Nobel décernés en 2007. C'est un dîner privé, offert par le roi Charles XVI Gustave et son épouse, la reine Sylvia. Les derniers convives rejoignent la galerie. Repas aux chandelles et service en livret pour une soirée royale. À Versailles, la cour n'a pas attendu le XXe siècle pour faire la fête dans la galerie. Et voici la plus belle. Nous sommes le 25 février 1745. Un bal costumé est organisé à l'occasion du mariage du dauphin, le fils de Louis XV. La Galerie des Glaces est resplendissante, la totalité de l'éclairage est mise en œuvre. Et du côté des invités, on rivalise d'élégance. Il y a des bergers, des bergères, des grands Turcs, des gens qui sont costumés de manière un peu inouïe, avec des tissus très brillants, des paillettes, enfin des choses qui brillent. Et parmi les plus extraordinaires costumes, il y a 5 ou 6 ifs, c'est-à-dire des arbres qui cachent des personnages. Et parmi ces ifs, il y a Louis XV. Donc personne ne sait vraiment où est le roi. Et c'est ce jour-là, le jour du mariage du dauphin, que Louis XV rencontre Madame de Pompadour, qui elle est habillée en bergère. Suite de notre voyage dans l'histoire moderne de la Galerie des Glaces, avec un tournant, 1789. C'est la Révolution. La Bastille est prise d'assaut. Les premières têtes tombent, place de la Concorde. En octobre, les femmes montent sur Versailles pour réclamer du pain et le retour du roi Louis XVI à Paris. Versailles et la galerie se vident alors de leurs occupants. Le château menace de tomber en ruine. C'est Louis-Philippe qui le sauve en 1833. Il transforme Versailles en un musée de l'histoire de France. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour la Galerie des Glaces. Je pense que c'est là qu'il y a un espèce de tournant dans l'histoire de la galerie et que la galerie devient un endroit de représentation politique. Louis XIV est sur la voûte, c'est l'État français, c'est l'histoire de France. Donc il y a un côté rétrospectif qui arrive. Le premier à utiliser la galerie comme telle, c'est Napoléon III. On le voit ici recevoir en grande pompe la reine Victoria. Nous sommes en 1855. 15 ans plus tard, l'empereur perd la guerre de 1870. Il est contraint à l'exil. Pendant ce temps, les Prussiens et Guillaume Ier choisissent la Galerie des Glaces pour déclarer l'Empire allemand. Là encore, la démarche est claire. Je pense que les Allemands ont aimé cette idée de déclarer un nouvel empire dans un endroit qui était vraiment marqué par la monarchie française et l'absolutisme et le côté un peu solennel. Et ça, c'était... D'ailleurs, on n'avait pas tellement à discuter, je pense, que c'était un peu imposé. Les Français auront leur revanche en 1919. Ces images montrent la cour du château et l'arrivée des signataires du traité de Versailles. Le sourire est de mise. Après 4 années d'une guerre sans pitié, les Allemands reviennent dans la galerie, mais cette fois, en vaincus. Et là encore, la mise en scène est savamment réfléchie. Alors en 1919, le tableau change, il n'y a plus d'estrade, il n'y a plus d'empereur allemand, il n'y a que des vaincus. Et au centre est posé le bureau de Cressan, le bureau de la signature du traité, et tout autour les signataires, avec les Allemands qui doivent venir un peu en procession, vraiment comme des condamnés, la corde au cou. D'ailleurs, ils refusent de venir, les principaux
représentants et on n'en voit que des gens secondaires. Donc il y a un peu un côté humiliation, évidemment, de cette espèce de... Mais pour les Français, c'était un peu laver l'outrage. Plus tard, le ballet des voitures officielles continue. Politique, un peu plus glamour également. Pour le président des États-Unis, la route de Schönbrunn passait par Versailles. Avant de faire face aux problèmes du présent, il put ainsi prendre conscience d'une grandeur passée qui s'était affirmée bien avant la naissance de la Fédération américaine. Et l'origine française de Madame Kennedy dut prendre aux yeux de son mari un prestige nouveau. Quant à Louis XIV, il put se féliciter une fois de plus d'avoir conçu pour les réceptions de la République le plus beau décor du monde. Après le général de Gaulle, la Galerie des Glaces a souvent servi de décor d'apparat. Valéry Giscard d'Estaing en 1978, François Mitterrand en 1982 puis 90. À chaque fois, la République honore ses invités sous les ors de Versailles. Mais depuis la restauration de la Galerie des Glaces et sous les yeux d'un roi soleil retrouvé, c'est désormais l'esthétique qui gouverne par elle-même.